Là, je vais vous faire une petite présentation sur une petite vidéo que j'ai faite d'ailleurs qui reprend ces chiffres-là, où on va aller chercher les chiffres du ministère de la Santé tout simplement. Et c'est pour dire que non, les non-vaccinés ne saturent pas les réanimations, ni personne d'ailleurs. Alors ça tombe bien, donc la petite vidéo de 8 minutes a pas trop mal marché. Du coup, Le Monde s'est fondu d'un article pour encore une fois défendre le ministère de la Santé, pour reprendre exactement les éléments de langage du ministère de la Santé et de l'adresse. Voilà, qui n'apporte rien de plus et dit la même chose. Et donc voilà, il dit que ceux qui disent le contraire font une erreur du paradoxe de Simpson. Et bien pas du tout, évidemment, et on va voir pourquoi. Donc déjà, où est-ce que on entend partout? Voilà, il y a 3000 personnes en réanimation actuellement. Alors il y en a pas 3000 en réanimation, hein. Toujours pareil, depuis 2 ans, il y a le gouvernement qui fait exprès de confondre réanimation et soins critiques. Pour mémoire, hein, les soins critiques, c'est composé de 3 services. Il y a les soins continus, les soins intensifs et les réanimations. Et donc, il y a bien ces 3-là à l'intérieur. Et donc, le gouvernement dit réanimation quand il parle de la totalité des soins critiques, qui est beaucoup plus grand. Et donc, il n'y a pas du tout 3000 personnes en réanimation, il y a 3695 personnes en soins critiques. Voilà, dans la division des 3, il y a beaucoup moins de personnes en réanimation qu'en service de soins continus, par exemple. L'AREA, c'est au bout. Donc voilà, ce défaut de langage, il a déjà été souligné par la Cour des comptes justement dans son document sur les soins critiques. Et la Cour des comptes dit clairement que le gouvernement exagère de faire à chaque fois l'amalgame. Donc voilà, vous allez chercher. Donc actuellement, il y a 3695 personnes en soins critiques pour une capacité totale française actuellement, donc qui est son niveau en dehors de toute réorganisation, voilà, où on y a 20 000, il y a 20 000 places disponibles. A priori, c'était le cas début 2020, à moins qu'ils en aient fermé plus, histoire de continuer à améliorer les choses. Donc voilà, 3695 personnes étiquetées Covid. Ça ne veut pas dire qu'elles sont venues là pour ça, elles ont été étiquetées après. Il y a une énorme différence entre les deux, on verra après. Mais voilà, donc ça fait 18%. Si on le représente, voilà ce que c'est. Je vous mets ici le nombre de lits à proportion, là, donc j'ai mis 100 lits. Donc en bleu, ce sont des lits de réanimation, évidemment, je fais l'erreur de langage moi aussi, des lits de soins critiques qui sont soit vides, soit avec un patient dedans, mais qui n'est pas du tout Covid-19. Et en rouge, ce sont les patients déclarés Covid-19 actuellement parmi l'ensemble des soins critiques. Et donc, il n'y a pas du tout de sursaturation de la part des Covid-19 actuellement. On est au cœur de l'hiver, il fait froid, il y a des malades, des infections respiratoires, dont des coronavirus, des gens qui vont être étiquetés avec ça, et ça sature. On ne peut pas dire que ça sature les réanimations ou les soins critiques, c'est juste pas vrai. Voilà, c'est juste la réalité du chiffre actuellement. Et donc, maintenant qu'on a vu que de toute façon, c'est certainement pas les Covidés qui saturent les soins critiques, on va quand même parler aussi des non-vaccinés. Donc les non-vaccinés, d'où est-ce que ça vient cette légende du 9 sur 10? Ça vient de l'article d'un communiqué de presse de l'adresse qui dit 9 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les personnes non vaccinées que parmi celles qui sont complètement vaccinées de 20 ans et plus. Et donc ça a donné l'impression à tout le monde, dont les politiques et les journalistes, que actuellement il y avait 9 personnes sur 10 en soins critiques qui étaient non vaccinées. C'est pas du tout ce que ça dit, ça. Pour comprendre ce que veut dire cette phrase, qui est volontairement ambiguë, hein, mais ils sont coutumés du fait au ministère de la Santé. C'est pas la première fois que je parle de leur pratique. Il suffit d'aller un tout petit peu plus bas dans l'article et c'est écrit noir sur blanc. Chez les personnes complètement vaccinées, en revanche, le nombre d'entrées en soins critiques est en augmentation. Il atteint 3 pour 1 million de personnes complètement vaccinées. Cette population représente 42% des personnes admises en soins critiques et 48% des personnes en hospitalisation conventionnelle, alors qu'elle représente 86% de la population des 20 ans ou plus. Donc il y a bien là 42% en soins critiques. Les vaccinés, les complètement vaccinés, donc c'est-à-dire les 2 doses, c'est 42%, c'est pas 10%. C'est juste une fois qu'ils font les ratios à taille de population comparable, voilà, ça fait 9 fois plus d'entrées en soins critiques que parmi celles qui sont complètement vaccinées. Donc ça, le 9 sur 10, c'est un ratio théorique. Les réalités, c'était 42%, et là, on était ici au mois d'octobre, et ça a continué d'augmenter en défaveur, et plus ça va, plus il y avait de vaccinés à l'intérieur, pour arriver quasiment à 50-50. C'est ce qu'on pouvait voir sur les dernières communications de l'adresse. Et donc là, je vous mets à peu près ce que ça donnait avec les derniers chiffres de l'adresse. On était à 46-54. Donc voilà ce que ça donne. En soins critiques, voilà, les non vaccinés, c'est 54% et les vaccinés, c'est 46%. Donc c'est pas du tout 9 sur 10, on est quasiment à la moitié. C'est ça la réalité des soins critiques actuellement, pas du tout 9 sur 10.
Ce que dit en revanche l'adresse, c'est que la réalité du statut vaccinal actuellement, c'est qu'on est à peu près, donc là, au moment de leur étude, là, on est à 86% de vaccinés dans la population, des gens qui ont reçu 2 injections ou bien une injection, une infection, etc., selon les comptages d'adresse. Donc, il y a une différence entre l'observé en soins critiques et la population générale. Et cette différence amène l'adresse à faire un calcul théorique. Si on imaginait qu'il y avait 50-50 dans la population générale entre vaccinés et non vaccinés, alors, en soins critiques, si toutes les proportions se gardaient et qu'on était dans le monde idéal du probabiliste où tout était correctement calculé, alors on aurait 9 sur 10 en soins critiques. Mais ça, c'est un calcul théorique. Ça n'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est le 50-50. Et donc, voilà, titrer sur faire croire qu'il y a une saturation des soins critiques à cause d'un calcul théorique, c'est faux. Une proportion théorique, ça sature rien. C'est des vrais gens qui sont dans les hôpitaux, pas des gens théoriques. Les vrais gens qui sont dans les hôpitaux, c'est 50-50. Une fois, je suis intervenu dans la ville où j'habite, puisque le maire voulait pas mettre de ralentissement dans une rue, où il disait que voilà, les gens circulaient convenablement, qu'il avait mis un radar et qu'en moyenne, les gens roulaient à 30 devant l'école, et où je suis intervenu en disant que de toute ma carrière de statistique, j'ai jamais vu un gosse se faire écraser par une moyenne. Un gosse, ça se fait écraser par une voiture. Il y a une fois une voiture qui roule trop vite, et si ça arrive trop souvent, et ben du coup, il y a un accident. C'est pas la moyenne qui écrase des gosses, c'est une voiture toute seule qui roule trop vite parce qu'on a une route trop droite et donc il faut prendre des mesures. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, les moyennes, c'est pas des vrais gens. Il y a personne qui ressemble à une moyenne. Donc non, les vrais gens en soins critiques, c'est à peu près 50-50 entre vaccinés et non vaccinés et pas 90-10. Si je reprends mon graphique initial et que voici ce qu'on la réalité des soins critiques actuellement, avec 18 lits occupés à peu près sur 100 dans les soins critiques par des patients qui ont la Covid, et que je vous mets les représentations du coup vaccinés non vaccinés. Je vais un petit peu plus loin parce qu'on a déjà vu dans le rapport de l'ATIH que d'une part, l'hôpital n'avait jamais été saturé en 2020, c'est pas vrai, ni même les soins critiques. Il n'y a pas eu de saturation France entière, ni à aucun moment, ni nulle part. Il y a eu des mauvaises gestions qui ont fait qu'on n'a pas soigné. C'est le record de non-soins en 2020 des Français. C'est pas du tout le record où il y a eu plus de gens à l'hôpital, c'est plutôt un record où il y en a eu le moins, pas simplement c'est parce qu'on leur empêchait de venir. Et donc, voilà, donc dans ces différents mythes qu'on a cassés, donc là on va casser le mythe des vaccinés qui saturent des non vaccinés qui saturent les réas. Ce qu'on a vu grâce à ces rapports de l'ATIH, c'est qu'il y a à peu près 20% des gens qui sont étiquetés Covid à l'hôpital et qui sont venus pour complètement autre chose. C'est-à-dire, voilà, c'est papy-mamie qui s'est cassé le col du fémur en tombant de son escabeau, qui arrive à l'hôpital, et puis du coup, on lui fait une batterie de tests, et parmi les tests qu'on lui trouve, on lui trouve un test Covid positif, des fois au bout du 3e, et hop, on la casse dans la case Covid. Donc il n'y a aucun symptôme, mais c'est quand même voilà une personne âgée en difficulté qui s'est cassé quelque chose et qui va finir en soins critiques si jamais sa situation s'aggrave, qu'elle a une infection, etc. Et donc elle va être comptée dans les stades Covid. Et ça, c'est quand même 20% du total sur l'année 2020. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà, ici ils sont là. Et puis ensuite, après, ça on a dit à peu près 50-50. Donc j'ai mis un peu plus du côté non vacciné, mais du coup sur nos 18, là j'en ai 3 qui sont venus pour complètement autre chose et qu'on a quand même casé dans les comptages Covid. Et puis on en a 7 qui sont des vaccinés et puis 8 qui sont des non vaccinés. Donc sur 100 lits en soins critiques actuellement, il y en a 8 qui sont occupés par des non vaccinés Covid. Donc qui ne participent en aucun cas à une saturation hospitalière des soins critiques. C'est complètement faux. Si saturation il y a, c'est peut-être parce qu'on est en hiver, qu'on diminue le nombre de lits, qu'on a viré plein de soignants, certains qu'on refuse de réintégrer, et pas du tout parce qu'il y a des gens qui viennent à l'hôpital. C'est complètement faux. Voilà, donc il n'y a pas du tout de problème de saturation de soins critiques dû à des non-vaccinés. Ça, c'est juste non. Ils sont trop peu nombreux. Les Covid ne saturent pas l'hôpital et les réanimations en ce moment, et les non-vaccinés parmi eux, encore moins, évidemment. Donc voilà où on en est. Juste une autre petite statistique pour parler du sujet. Si vous allez chercher, du coup, toujours sur Géode, le premier site que je vous ai montré, et que vous allez regarder qui est en soins critiques et vous détaillez par âge, vous obtenez ça, ces barres bleues là. Donc actuellement, voilà, il y a 57, 0,9 ans, 21, 10, 19 ans, etc.
Et donc sur les 3000 là qui sont soi-disant les satures, en fait en écrasante majorité, ce sont les mêmes personnes que d'habitude qu'on retrouve l'hiver en infection respiratoire, c'est-à-dire des plus de 60 ans essentiellement, un peu plus de 50 ans, mais c'est tout, c'est exactement le même public, il ne se passe pas autre chose. Et je vous ai mis derrière la courbe orange, c'est la population en face. Et donc, vous voyez que relativement à la population, voilà, il y a quand même 8 millions de jeunes de 10 à 19 ans et vous en avez 21 qui actuellement ont une étiquette Covid, même si on ne sait pas s'ils sont venus pour ça, et sont actuellement en soins critiques. C'est parfaitement ridicule et ça n'est pas différent des infections respiratoires habituelles. Il y a un tout petit peu plus de 0,9 ans parce que ça, c'est les 0,1, ceux qui ont eu des tout petits et qui ont eu la malchance. Moi, ça m'est arrivé qu'il y en ait un qui fasse une année une infection respiratoire, une grosse bronchiolite. Oui, on en a qui se retrouvent à l'hôpital. Ce sont des choses qui arrivent. Et voilà. Et donc, la grosse majorité des gens, c'est les personnes âgées d'habitude. Il se passe rien d'autre que d'habitude et certainement pas une saturation exceptionnelle quand on essaye de vous le faire croire. Après, maintenant, j'aimerais bien revenir sur un point. Donc, on a vu, non, les non-vaccinés ne saturent pas les réanimations, les soins critiques, alors vraiment pas du tout. Mais sur ce ratio de 9 sur 10, on va quand même revenir sur le point de comment sont relevées les différentes statistiques dont on parle pour qu'ils affirment ce 9 sur 10 là quand on fait le ratio. Et donc, il y a quand même des sacrés biais dans les différents tests. Alors d'une part, une statistique, je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux, mais bon, ça commence quand même à se savoir parce que là, on est en effet à 300 000 ce qu'ils appellent des cas positifs et c'est pas du tout des malades. Donc c'est juste des gens à qui on demande d'aller se faire tester, qui vont se faire tester comme des dingues depuis tout le mois de décembre. Il y en a rien qu'en décembre, on a dépensé 1 milliard d'euros. La France a dépensé 1 milliard d'euros qui seront remboursés d'ailleurs avec nos impôts pour que tout le monde aille se faire tester parce que c'était les directives gouvernementales. Voilà, la plupart des labos, maintenant, beaucoup ont été rachetés par des groupements financiers qui sont probablement aussi en lien avec ceux qui vendent les vaccins et puis qui payent aussi différentes personnes qui s'expriment. Donc, c'est intéressant. Enfin bref, donc il y a une folie du test et plus on teste, fatalement, plus on trouve de positifs et les positifs, on appelle ça des cas. Mais il faudrait à un moment se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un rapport entre un malade et un cas positif, donc un test positif et un malade. Est-ce que vraiment il y a un rapport? Et là, si vous voyez ce que sur les statistiques, c'est intéressant. Donc, il y a eu 5 millions de tests réalisés entre 15 novembre et 12 décembre. C'est quand même un bon paquet, 40 € le test, c'est pas mal. Dont 500 000 positifs, donc à peu près 10%. C'est-à-dire que pour un appareil de mesure qui est pas parfait, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr qu'il se passe grand-chose, et dont symptômes parmi les positives, à peu près la moitié. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de tester des gens massivement, en train de dire à des gens, donc 500 000, vous êtes positifs, et parmi eux, il y en a à peine la moitié qui a juste le nez qui coule. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a la moitié qui sont en parfaite santé, et parmi là, on compte des symptômes à partir du moment où juste on déclare avoir un petit mal de gorge ou un nez qui coule. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie furieuse dans laquelle on est à lancer une psychose sur des gens qui ont une étiquette positive et qui ne sont pas des malades. C'est-à-dire que là, on est au point où le test n'a pas le moindre rapport avec un malade. Un test positif, globalement, quand on en a un coup on est malade, un coup on est en parfaite santé. Et quand je dis un coup on est malade, je compte dès le nez qui coule. Donc, il n'y a pas le moindre rapport. Le fait d'avoir passé au niveau des tests massifs et dans tous les sens, ça nous permet de révéler une chose, c'est qu'un test positif n'a rien à voir avec une maladie. C'est quelque chose de complètement différent. On en est à se poser la question, est-ce que si je lançais un dé pour savoir si la personne est positive ou pas, j'aurais quelque chose de différent? J'en suis pas sûr. Statistiquement, là, on est trop proche du hasard pour être en train de dire qu'on est vraiment en train de mesurer quelque chose d'intelligent. Donc c'est ça qui se passe. Maintenant, et donc pourquoi est-ce qu'on aurait du coup plus de positifs chez les non-vaccinés, par exemple? Déjà parce qu'on les teste plus. Il y a 9% de non-vaccinés en France et ils sont 13% parmi les tests. C'est-à-dire qu'évidemment, ceux qui cherchent à avoir un pass sanitaire pour faire quelque chose, ils vont se tester tout le temps pour avoir leur pass sanitaire ou bien jusqu'à avoir la chance de tomber sur un positif qui les considérera immunisés après.
Oui, c'est la magie de la chose, hein. C'est-à-dire que vous avez absolument aucun symptôme, vous êtes en parfaite santé, vous accumulez les tests, tout d'un coup, on vous dit positif, et puis 2 semaines plus tard, vous en faites un, c'est négatif naturellement, et vous êtes guéri d'une maladie que vous n'avez pas eue. Ça, c'est vraiment assez magique à quel point on en est. Mais donc voilà, si on teste beaucoup plus, si on teste plus les non vaccinés, fatalement, ils ont une probabilité beaucoup plus forte de finir par tomber sur un test positif pour rien. Et dans ces cas-là, bah oui, ils vont être surreprésentés parmi les gens considérés Covid. Tout simplement, imaginons que voilà, vous avez une chance sur 10 d'être positif, quoi que vous ayez. Vous lancez un dé, les vaccinés, vous leur faites lancer qu'un dé, puis les non vaccinés, vous leur faites lancer 2 dés, ils ont 19 chances sur 100 d'être positifs, et puis 4 dés, ils ont 35 chances sur 100 d'être positifs. Et c'est pas anodin ce que je dis, parce qu'à l'hôpital, quand vous avez des vaccinés qui arrivent et que vous avez l'hôpital qui décide de ne pas tester le vacciné, ou bien alors de lui faire, parce qu'il a son pass sanitaire, donc il n'est pas contagieux, ou bien de lui faire qu'un seul test comme ça, vous êtes dans ce cas-là. Et en revanche, quand les gens arrivent non vaccinés, du coup, eux, ils en ont peur, ils sont contagieux, et donc ils leur font un test tous les jours. Et dans ces cas-là, plus vous multipliez les tests, plus vous avez de probabilité de tomber sur un positif, et vous n'avez rien mesuré, vous n'avez pas mesuré de lien entre la maladie et le test. Et donc, l'hôpital va déclarer une personne Covidée parce qu'elle est non vaccinée, parce qu'il va la tester tout le temps. Donc ça, c'est un biais qui est énormissime. Il y a un autre biais aussi dans le résultat de l'adresse qui est que le fait que, ayez ça en tête, l'adresse, le ministère de la Santé ne sait pas qui est non vacciné. Ils en ont aucune idée. L'adresse et le ministère de la Santé ont une base qui renseigne les vaccinés, c'est-à-dire les gens qui ont reçu des injections et qui ont été proprement dans la base. Ceux-là, ils sont dans la base qui s'appelle Vaxi. Donc c'est ça la base qui contient une ligne par personne. Ils ont aussi une autre base qui est différente qui s'appelle SIDEP. C'est à chaque fois que vous allez faire un test, pour ceux qui font des tests, si vous n'avez jamais fait de test, vous n'êtes pas dedans. Et bien dans ces cas-là, vous avez une ligne en face de votre nom dans SIDEP qui dit voilà, cette personne a fait un test, il est positif, il est négatif. Et puis il y a une troisième base qui s'appelle CIVIC, qui est pour les gens qui vont à l'hôpital, parce que la Covid-19 est considérée comme une catastrophe, au même titre que les attentats. Et donc il y a une base, ils rentrent dans la base CIVIC, et donc là c'est pareil, il y a un troisième nom. Mais ça communique pas entre eux, hein. Et donc, l'adresse, donc déjà, il n'y a aucun non vacciné qui est entré dans Vaxi, hein, c'est que des vaccinés. Et c'est pas parfaitement exhaustif, et il peut y avoir des erreurs de saisie, etc. Il se passe plein de choses dans une base, surtout quand il y a des millions de lignes et des millions de personnes. Et ce que fait l'adresse, ces bases-là n'ont pas le droit de communiquer. Ils font ce qu'on appelle une pseudonymisation, donc c'est-à-dire qu'ils cachent le nom et les informations de la personne pour en faire un code. Ils font ça dans SIDEP, dans Vaxi, dans Civic, et ils font la jointure des trois. Quand ça joint les trois, ça veut dire qu'ils ont trouvé une personne vaccinée qui a des tests et en plus qui a été à l'hôpital. Mais si elle est à l'hôpital et puis que ça ne joint pas avec le reste, ils disent c'est pas vacciné. Mais ils n'en savent rien. C'est juste que ça ne joint pas. Il peut très bien y avoir des erreurs de saisie. Comme je le disais, il peut y avoir au moment de la pseudonymisation quelque chose qui se passe mal. Il y a des tonnes de raisons qui font que la jointure peut ne pas se passer correctement. Et normalement, quand une jointure ne se passe pas correctement, on n'a pas de case, on est dans la classe qui s'appelle unknown. Et donc, voilà, il y a une arnaque énormissime de la part du ministère de la Santé qui parle de non-vaccinés quand il n'en sait rien. Un non-vacciné, c'est quelqu'un dont il n'a pas trouvé de correspondance entre ces différentes bases. C'est vraiment extrêmement différent. Et il faudrait vraiment une enquête poussée à l'intérieur avec des gens qui peuvent regarder les deux pour essayer d'évaluer de combien on se plante quand on fait cette jointure-là. Et ça n'est pas fait. Certains l'ont remarqué, ils ont posté dessus parce que maintenant, le ministère de la Santé communique sur des patients à virgule. Donc, vous avez des morts à virgule, hein, vous avez 2,3 morts, et ça a beaucoup choqué les gens. C'est parce que quand ils se rendent compte, c'est que depuis octobre, quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réussi à faire la jointure, ils mettent pas tout le monde dans les non-vaccinés quand ils font pas. Ils se disent, alors si je l'ai trouvé dans SIDEP et pas dans Vaxi, c'est probablement quand même qu'il est peut-être dans la base Vaxi, mais que je le trouve pas. Et donc, dans ces cas-là, je fais une règle de 3. Alors que si je le trouve nulle part, du coup, non, c'est que c'est un non-vacciné. Enfin, voilà. Ou non, c'est l'inverse qu'ils font. Si je le trouve dans SIDEP et pas dans Vaxi, c'est que ma base est propre et donc c'est qu'il est non-vacciné, alors qu'ils en savent rien. Et dans ces cas-là, ils font pas de règle de 3. Alors que s'ils le trouvent nulle part, ils ont le bénéfice du doute et ils font une règle de 3. Mais c'est de la tambouille, hein. C'est fondé sur rien. Donc, par construction, il y a une surestimation des non-vaccinés dans leur base. Et dans toutes les études qu'ils font derrière, quand ils font leur 9 sur 10, ils sont sur de la surestimation et qui n'a jamais été mesurée. Autre point, autre énorme biais,
Bah, il y a un intérêt direct et financier pour les hôpitaux à déclarer de la Covid parce que c'est pas remboursé pareil. Quand vous avez un patient qui arrive à l'hôpital et qui arrive pour une certaine pathologie, quelle qu'elle soit, on lui fait une batterie de tests et on est très content de lui trouver une pathologie qu'on va pouvoir considérer comme contagieuse parce que c'est beaucoup mieux remboursé. Donc l'hôpital a tout intérêt de déclarer de la Covid. Et il a tout intérêt de déclarer de la Covid plutôt que des infections respiratoires puisque c'est beaucoup mieux remboursé quand il déclare de la Covid. Et en plus, si en plus l'hôpital a de la place en soins continus, en tout cas, ou oui, dans les services de soins critiques, bah, il a intérêt aussi à les occuper parce que c'est beaucoup mieux remboursé de l'y mettre. Donc, surtout plutôt qu'en conventionnel, si voilà, on a quelqu'un qu'on arrive à déclarer comme étant hyper infectieux, dangereux, parce qu'on lui a fait un test et qu'en plus on peut le placer en soins critiques, bah, on optimise tout simplement le rendement de l'hôpital. L'hôpital a besoin de personnes actuellement, puisqu'on est passé à la tarification en acte, voilà, de gens qui sont spécialisés dans la codification pour essayer de maximiser les remboursements. Il y a des gens à temps plein pour ça hein, dans les hôpitaux. On a même des gens qui nous ont expliqué qu'il y avait besoin de moins en moins qu'un hôpital pour fonctionner avait moins besoin de bons médecins que de bonnes personnes pour mettre les bons codes. Donc voilà, il y a un intérêt. Donc ça, c'est un biais qui est énorme aussi. Il y a aussi une différence de traitement. Et ça, c'était énorme, cette phrase-là. Moi, ça m'a choqué en tant que statisticien, mais je ne sais pas si beaucoup de monde l'a vu. Il y a Olivier Véran qui a exhorté ceux qui avaient des faux passes, soi-disant, à l'annoncer, car la prise en charge n'est pas la même selon si vous êtes vacciné ou non. Et vous avez sur Internet des protocoles hospitaliers où le statut vaccinal est une porte d'entrée du protocole. C'est-à-dire qu'on demande à l'hôpital que si la personne est vaccinée, ben, on la renvoie chez elle avec une hospitalisation à domicile ou bien du traitement à domicile, mais on la renvoie chez elle. Alors que si la personne est non vaccinée, on la garde. Bah, du coup, ça fait une différence statistique. Si vous gardez les non-vaccinés, bah, il y a plus de non-vaccinés à l'hôpital. Enfin, c'est mécanique. Ça s'appelle un biais de protocole. Enfin, les statistiques ne sont que le résultat du protocole de comptage qu'on met en place. Si vous gardez les non-vaccinés, bah oui, il y en aura plus. Ça, c'est un peu mécanique. Et puis enfin, ça je l'ai déjà montré, il y a un biais aussi énorme qui est sur voilà, l'affiliation au pouvoir de certains hôpitaux. Ça, c'est dans le rapport de l'ATIH, enfin plutôt dans Scan Santé qui l'accompagne. Vous voyez que le nombre de séjours Covid déclarés par les hôpitaux dépend furieusement d'à quel point les hôpitaux, pendant l'année 2020, ont montré une certaine allégeance au pouvoir en place. Et ce sont ceux qui ont déclaré le plus de Covid qui ont le moins soigné. Ça, c'est marrant, c'est parfait. Plus un hôpital a déclaré de Covid, et moins il a accueilli de personnes pendant l'année. Et donc l'Île-de-France, évidemment, vient tout en haut et bien en tête sur tous ces indicateurs-là. Et j'avais remarqué, hein, ici c'est l'année 2020, mais voilà, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une inversion énorme qui s'est passée cet été au moment de changement de direction, où tout d'un coup on s'est mis à trouver en Provence-Alpes-Côte d'Azur des records de nombre de Covid par rapport au reste de la France. Donc ça, c'est aussi voilà, des signes statistiques qui doivent nous mettre la puce à l'oreille, quoi. Quand la couleur politique des décideurs change totalement les statistiques comptées Covid, c'est qu'il se passe un truc, quoi. Les chiffres, ça parle. Et puis enfin, voilà, un autre point, personne ne vérifie si quand il y a des tests RT-PCR qui sont faits et qui donnent une courbe, si la règle de décision entre un vacciné et un non vacciné est la même. Tout ça, ça se fait pas à l'aveugle. Quand vous allez voir, vous faites votre test RT-PCR, votre laborantin, il sait si vous êtes vacciné et pas vacciné, et encore plus quand c'est à l'hôpital. Et donc dans ces cas-là, voilà, ils ont pour consigne de dire bah oui, mais non, mais les vaccinés, ils sont pas contagieux parce qu'on décide qu'ils sont pas contagieux ou pas en danger. Bah dans ces cas-là, avec un nombre de cycles de 30 cycles, on dit que c'est négatif, alors qu'un non vacciné, bah non, lui c'est pas pareil. Du coup, on dit que c'est positif. Mais dans ces cas-là, c'est la règle de décision qui donne les différences entre vaccinés et non vaccinés. Ça n'a rien à voir avec un statut malade ou pas malade. Oui, pour finir, c'est bien ça. Pour résumer, on en est quand même au point où quand on voit les résultats des tests, on n'est pas du tout sûr qu'il se passe autre chose qu'un espèce de hasard généré ou une espèce de loterie de tests qui n'a plus rien à voir avec des malades, quoi. Où on se teste pour savoir quelque chose et puis ça tombe, c'est positif, ça tombe, c'est négatif. Mais au final, vous avez vu qu'il y a une chance sur deux d'être malade ou pas et qu'avec le nez qui coule.
Donc je crois que finalement, la psychose actuelle qui est basée en essayant de pousser les gens à se tester pour se croire être positif, on est sur le malade imaginaire de Molière ou Dr Knock, quoi. Il y a des vrais gens jusqu'ici quand même, il y avait des gens qui étaient malades l'hiver, qui allaient se faire soigner, et le principe d'être malade, c'est un état physiologique qu'on reconnaissait, quoi. J'ai l'impression, on se sentait malade. Là, on est passé sur quelque chose qui est de complètement d'irréel, où on a des gens qui vont très bien, en grande majorité. Hein. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est 75% des gens qui se font tester, c'est des gens doublement vaccinés, hein, et donc qui n'ont pas de symptômes. Des gens doublement vaccinés, donc voilà, qui se disent qu'ils allaient se vacciner pour se protéger quelque chose, et là, ils n'ont pas de symptômes, et ils vont se faire tester pour savoir s'ils sont malades. Mais je ne sais pas si on se rend bien compte de la folie furieuse dans laquelle on se trouve. Et si par malchance, cette personne-là a un test positif, elle va se dire qu'elle est malade à ce moment-là. Et pire, c'est-à-dire qu'on est en train de faire croire aux gens qui ont des tests positifs qui sont malades alors qu'ils ne le sont pas, et qu'en plus, ils seraient dangereux pour les autres avec le principe de contagion. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, avec les statistiques qui sont à ma disposition, à la fois sur les malades ou bien sur les décès, je ne parle pas des tests, je n'ai pas la moindre preuve qu'il existe quelque chose qui se donne une personne à une autre. Voilà, j'ai des gens qui meurent à certains moments de l'année, dans certaines périodes, des gens qui sont malades aussi, hein, qu'il faut prendre en charge, mais affirmer comme ça, brut de blanc, qu'on a des personnes qui sont dangereuses pour les autres, il n'y a pas le moindre argument scientifique, et surtout pas statistique, qui puisse permettre de l'affirmer. Voilà, et donc c'est le sens de ma présentation, c'est ça, il faut arrêter avec cette folie qui consiste à faire confiance à un test qui est faillible et qui montre quelque chose pour savoir si on est malade. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de faire croire aux gens qui sont malades et qui sont dangereux pour les autres quand ça n'est pas le cas. Merci beaucoup, Pierre. Important que tu reviennes toujours sur ces biais, en fait,